Alors donc bonjour, je remercie les organisateurs pour leur invitation et je vais vous parler d'un travail en collaboration avec Jean-Yves Chemin qui porte autour de certaines équations de Schrödinger quasi-linéaires. Alors donc l'équation de Schrödinger modélise l'évolution des particules dans le cadre de la mécanique quantique et donc dans le cadre de nos travaux, on s'est intéressé à l'équation IDTU plus Laplacien GU égale 0 en dimension 3, où le Laplacien G est donné par divergence de G gradient U. Et on a supposé que la métrique G était couplée avec la solution elle-même par l'intermédiaire de l'équation étoile ici, en disant que le Laplacien G de G moins identité était égal à module de U carré fois G0, où G0 est une donnée qui a essentiellement 3 demi-dérivées dans L2. Donc l'objectif de ces travaux a été de savoir dans quelle mesure on peut dire si cette équation est bien posée, ou en d'autres termes, quand a-t-on existence et unicité de cette équation. Et donc pour ceci, la stratégie générale consiste d'une part à regarder les propriétés conservatives de l'équation et les propriétés de propagation de la régularité. Donc, voilà, et donc en général, donc, si ces propriétés, on arrive à montrer ce genre de propriétés, on peut montrer existence de la solution si la donnée initiale est suffisamment régulière. Et ensuite, si on cherche des propriétés un petit peu plus fines de l'équation, donc ici des propriétés de type dispersive, on va pouvoir montrer des résultats d'existence avec des données initiales qui sont moins régulières. Alors, donc ici, on s'est placé dans le cadre d'une équation de Schrödinger quasi-linéaire particulière. Mais donc, il y a eu de nombreux auteurs qui ont étudié des équations de Schrödinger dans un cadre différent. Donc, j'ai cité Deboir, Hayashi et So. De plus, Koenig, Ponce et Vega ont montré dans un cadre très général des propriétés pour certaines équations de Schrödinger quasi-linéaires. Et récemment, Marzuela, Metcalfe et Tataru ont montré des résultats d'existence et d'unicité par l'intermédiaire d'effets régularisants pour certaines équations de Schrödinger quasi-linéaires. Voilà, donc ici, je ne détaille pas plus ces travaux parce que le cadre dans lequel on se situe est complètement différent. Alors, donc maintenant, si en regardant d'un premier coup d'œil cette équation, et si on s'intéresse au fait de savoir ce que l'on peut dire sur ces deux propriétés, la première chose que l'on voit est que comme le Laplacien G est défini sous forme divergence de G gradient, alors on va avoir conservation de la norme L2 au cours du temps. Et donc maintenant, si on essaie de regarder ce qui se passe un peu plus précisément pour la propagation de la régularité, on voit tout de suite qu'on va avoir un problème. Donc d'abord, la métrique G ici est définie uniquement à travers l'équation étoile, et donc on ne sait même pas si elle est définie positive. Et donc ça va nous donner, ça va impliquer qu'on va avoir une première contrainte sur la donnée initiale, et on va devoir supposer que la donnée initiale est suffisamment petite dans un certain espace. Et donc ensuite, en admettant même que la métrique G est définie positive, on a un deuxième problème pour la propagation de la régularité, lié au fait que la métrique G est peu régulière. Voilà, donc maintenant, si je regarde ce qui se passe pour les propriétés dispersives, donc ici, on voit tout de suite que
la métrique G dépend du temps t et donc de la solution, donc du temps t et de la position x. Et donc c'est un petit peu comme si à chaque instant t, la géométrie dans laquelle évoluent les particules dépend de la solution elle-même. Donc on voit que les propriétés dispersives de cette équation vont être complexes. Alors, avant d'énoncer le théorème principal, je vais faire un rappel sur la théorie de Littlewood-Paley et les espaces de Bezoff, et en profiter pour introduire quelques notations. Parce que dans toute la preuve, on va se servir de ce type de décomposition. Alors pour J appartenant à Z, on définit l'opérateur ΔJU, qui est un opérateur qui permet de localiser la solution en fréquence sur une couronne de taille 2 puissance J. Et quitte à choisir correctement la fonction phi ici, formellement, du moins, on peut écrire n'importe quelle solution comme une somme infinie de fonctions qui vont être localisées sur une couronne de taille 2 puissance J. Voilà, donc il y a beaucoup d'avantages liés à cette décomposition. Et un des avantages immédiats est lié aux inégalités de Bernstein, qui nous dit que, essentiellement, une fois que la fonction est localisée en fréquence, on va pouvoir échanger la régularité de la solution avec des puissances de S. Voilà, et donc ceci va nous permettre de définir les espaces de Bezoff, donc BS PR ici, qui va être l'ensemble des fonctions telles que 2 puissance JS fois nombre de ΔJU dans LP et dans LR. Voilà, donc ici, l'indice S représente le nombre de dérivés dans lequel on estime la fonction U. Le P est la norme LP dans laquelle on mesure cette fonction. Et le R est un indice qui va moduler légèrement la régularité. Voilà, et enfin, il sera aussi utile de définir l'opérateur SJU, qui est un opérateur qui permet de localiser en fréquence, cette fois, sur une boule de taille 2 puissance J. Et donc là, au lieu d'avoir une équivalence ici, on a juste une inégalité. Alors, le théorème est le suivant. Alors, donc, dans ce théorème, il y a deux parties. La première partie va utiliser ces propriétés-là. Et la deuxième, les propriétés dispersives. Donc la première chose que l'on impose sur la solution est que la norme de U0 dans H1,5 est suffisamment petite. Donc ça va nous permettre de montrer en particulier que G est bien définie positive. Alors, donc si on suppose ça, alors si la solution, la donnée initiale est suffisamment régulière, donc ici dans l'espace B3,5 de 1, alors on va avoir existence et unicité de la solution de notre équation. Et par ailleurs, on a une minoration du temps de vie qui est donnée par cette expression. Voilà, donc la question est de savoir est-ce que l'on peut faire mieux que la régularité B3,5 de 1. Donc la réponse est oui. Donc c'est la deuxième partie. Et dans la deuxième partie, on montre que si S est plus grand que 1, donc c'est-à-dire si on suppose que la donnée initiale a plus qu'une dérivée dans L2, alors on va encore avoir existence et le temps de vie de la solution va être cette fois minoré par cette quantité. Alors donc maintenant, tout le reste de l'exposé va consister à expliquer l'idée de la preuve de ce théorème. Donc pour ceci, j'ai décomposé la preuve en 3 parties. Donc d'abord, dans une première partie, la première partie va être consacrée à l'étude de l'équation étoile qui lie la métrique G et module de U au carré. Et donc ça va nous permettre d'avoir des premières estimations sur G. Ensuite, dans un second temps, on va montrer que, du moins jusqu'à un certain point, la solution propage la régularité. Et la dernière partie va porter sur les estimations de dispersion, donc ici, qui vont être les estimations de Strickhartz. Alors, donc, pour l'équation étoile, donc on peut se ramener à l'étude plus générale d'une équation qui s'écrit sous cette forme-là, donc avec un terme de force F.
Et on peut montrer que si f est suffisamment petit, donc dans un certain espace adéquat que je vais donner tout de suite, alors on a existence et unicité de la solution de cette équation, où G a la régularité de Laplacien moins 1f. Alors donc plus précisément, on a la proposition suivante qui nous dit que si P est dans l'intervalle 2 de D, donc nous comme on est en dimension 3, ça fera 2, 6. Alors si la norme de F dans l'espace B-2 plus D sur P est suffisamment petite, on va avoir existence et unicité de la solution de notre équation avec G tilde, donc G tilde qui est G moins identité, qui va être dans l'espace B, D sur PP1, avec l'inégalité qui est ici. Donc en particulier, en appliquant les injections de Sobolev, on voit que G tilde va être suffisamment petit pourvu que, dans l'infini, pourvu que la norme de F soit suffisamment petite dans cet espace-là. Donc par ailleurs, on montre que la norme de G tilde est bien celle de Laplacien moins 1f, dans le sens où norme de G tilde dans BS P1Q1 est majorée par une constante fois la norme de F dans BS-2 P1Q1. Voilà, donc la preuve de ce résultat utilise des arguments relativement classiques. Donc, elle consiste à écrire G tilde sous la forme Laplacien moins F moins ce terme bilinéaire. Et avec des méthodes de calcul paradifférentiel, on monte ces estimations sur le terme bilinéaire B, ce qui nous permet dans un premier temps, par un théorème de point fixe de Picard, de montrer existence et unicité de la solution. Et après, en réappliquant ces estimations bilinéaires, on obtient cette estimation sur la métrique G tilde. Voilà, donc maintenant, donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Que veut dire cette proposition si on l'applique à notre équation? On obtient que tant que notre solution est suffisamment petite dans H1,5, alors cette équation-là a une solution unique. Et grâce à l'inégalité qui est ici, la métrique G est bien définie positive. Donc, par ailleurs, on a les deux estimations suivantes qui lient la régularité de G et de U, donc qui vont être très importantes pour montrer la propagation de la régularité, qui nous dit d'une part que la norme de G dans BS plus 2 de R va être majorée par la norme de U dans l'infini fois la norme de U sans le plus 2 dans BS de R. Et lorsque l'on va dériver G par rapport au temps, dans B3 sur PP1, on va retrouver sur la norme de U le même nombre de dérivés, c'est-à-dire B3 sur PP1. Oui. Pour résoudre l'équation, on n'a pas besoin que ce moment soit l'intégrale U. Non. Parce que non. Si j'intègre le Laplacien, c'est une équation de phase. Non. Non. Toujours. Non. Donc la U, tu dois donner une norme. Non. D'accord. Comme c'était un argument qui était avancé pour la première équation, pour la conservation de norme de U, je me disais que c'était peut-être valable là aussi. Mais là, c'est pas le cas. Non. Parce que... Donc, voilà. Donc maintenant, comment appliquer ces propositions pour la propagation de la régularité? Donc avec cette proposition, on obtient le résultat suivant. Si la norme de U dans H1,5 est suffisamment petite, alors si S est compris entre moins 1 et 1 plus 3 sur Q, et Q est compris entre 2 et 6, alors la norme de U dans l'infini à valeur BS de R va être contrôlée par la donnée initiale dans le même espace, fois l'exponentielle de cette intégrale-là, donc l'exponentielle de l'intégrale de 0 à t de norme de U au carré dans B3 sur Q, Q1. Donc on voit que lorsque Q égale 2, ici, à gauche et à droite, en prenant S égale 3,5, à gauche et à droite, formellement, on obtient la même régularité.
Et donc, c'est pour ça qu'on a imposé que la donnée initiale était dans B3,5 de 1. Alors, donc maintenant, si on essaie de prouver cette proposition, donc quelle est la problématique? Donc d'abord, si on se ramène à un cas plus simple, d'une équation de Schrödinger linéaire avec une métrique G régulière et qui ne dépend pas du temps, la méthode pour montrer la propagation de la régularité consiste tout simplement à appliquer des puissances du Laplacien G. Parce que le Laplacien G commute bien avec l'équation. Donc si on fait cette méthode dans notre cas, la méthode ne va pas marcher pour deux raisons. D'abord, comme la métrique G dépend du temps, on va avoir en plus un commutateur, le commutateur entre dt et Laplacien G, qui est donné par Laplacien dtg et qui fait apparaître beaucoup trop de dérivés sur la métrique G. Et par ailleurs, donc, quand bien même on aurait une estimation sur la norme de Laplacien G à la puissance LU, il faut pouvoir dire que cette norme-là est équivalente à la norme de U dans H2L. Et ça, si on n'a pas d'informations suffisantes de régularité sur la métrique G, ça ne va pas marcher. Donc la stratégie ici va consister à montrer la propagation de la régularité, non pas sur le Laplacien G directement, mais sur un opérateur qui a été paralinéarisé. Et ensuite, d'estimer le terme de reste en utilisant l'effet régularisant que l'on a obtenu sur G grâce à l'équation qui est ici, l'équation que j'ai appelée étoile. Alors, donc plus précisément, la preuve est la suivante. Donc, on décompose le Laplacien G en deux parties. La partie que j'ai appelée taux G U, où on va pouvoir montrer la propagation de la régularité, et le terme de reste. Donc, le taux GU est écrit sous cette forme-là. Donc, on remarque que c'est un opérateur qui est auto-adjoint. Donc, ça, c'est nécessaire pour montrer la propagation de la régularité. Donc, ici, pour les personnes qui n'ont pas vraiment l'habitude du calcul paradifférentiel, l'opérateur peut paraître un peu abstrait, mais je vais faire un dessin donc avec un opérateur un peu différent, où on voit bien les propriétés de cet opérateur. Je vais prendre le crayon ici. Donc, je vais effacer là. Alors, voilà, donc ici, je vais dessiner G grade U. Et donc, je vais l'écrire tout simplement donc, à l'aide de la décomposition de Littolup-Palais, somme sur JJ' de delta JG fois delta J' grade U. Et donc là, ça va être l'indice J' pour grade U. Là, l'indice J pour la métrique G. Et en fait, G grade U, ça va être l'ensemble des points qui sont ici, où chaque point va être donné par delta JG fois delta J' grade U. Donc en fait, notre opérateur TG, enfin ce ne sera pas celui-là, mais un opérateur qui aura essentiellement les mêmes propriétés, va consister à dire que pour G grade U, donc là je me donne un N0 plus grand que 0, enfin suffisamment grand, je vais conserver que les points qui sont ici, qui sont donnés ici. Et le terme de reste va être donné par... alors la bonne façon de voir les choses, c'est de regarder les points comme ça. Ligne par ligne, va être donné par ça. Voilà, donc ce qui fait que si je me fixe un J, ici, cette partie va être donnée par S J moins N0G grade delta JU. Et l'autre partie, ici, va être S, quelque chose de type SJ plus N0 grade U fois delta JG. Voilà. Donc maintenant, donc si je regarde ce qui se passe lorsque l'on a tronqué G grade U de cette façon-là, donc, on montre qu'on a,
on a cette propagation de la régularité, c'est-à-dire que la norme de V, donc pour tout S dans R privé de 0, on a norme de V dans BS de R est majorée par la donnée initiale dans la même norme, fois l'exponentielle de la norme de DTG dans l'infini. Donc ça, c'est à cause du commutateur entre DTG et TOG, plus la norme de F dans BS de R, donc qui est le terme de reste, plus exponentielle l'intégrale entre 0 et t de DTG de cette quantité. Voilà, donc intuitivement, pourquoi c'est vrai? Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on traite ligne par ligne, colonne par colonne, pardon, et sur chaque colonne, comme la localisation sur une couronne est sur le delta JU, toutes les dérivées de G, on va pouvoir les passer sur U. Ce qui veut dire que colonne par colonne, en fait, on ne va jamais voir le fait que G est peu régulier. Voilà, donc par ailleurs, voilà, donc ce qui fait qu'en appliquant des puissances de taux G, la propagation va bien marcher. Donc par ailleurs, en utilisant le fait que G tilde dans l'infini est suffisamment petit, on va montrer que la norme de U dans H2L est équivalente à la norme de taux G à la puissance L, U, dans L2. Voilà, c'est qui est écrit ici. Alors maintenant, si on regarde le terme de reste, donc ici, donc là c'est bon, c'est un tout petit peu plus compliqué parce que la localisation ici sur U sur une boule de taille J plus N0, et on veut des estimations sur U de type d'espace de Bezoff. Donc ce qu'on va faire, on va utiliser le fait qu'avec la proposition, on a deux dérivées de marge en fait, sur la métrique G, ce qui va nous permettre de multiplier artificiellement ici par 2 puissance moins 2J, enfin c'est le contraire, 2 puissance 2J fois 2 puissance moins 2J. Et ensuite, on va faire des méthodes de calcul paradifférentiel qui va nous permettre de montrer, alors donc en faisant les calculs, on voit qu'on a une contrainte sur le S qui nous dit que le S doit être compris entre moins 1 et 1 plus 3 sur Q. Et donc ça nous permet de montrer que la norme du reste dans BS de R ne fait intervenir pas plus de dérivés sur U, donc est contrôlée par la norme de U avec le même nombre de dérivés, donc dans BS de R, fois la norme de G où on a rajouté les deux dérivés qui viennent d'ici. Donc dans B, 3 sur Q plus 2. Voilà, et donc ensuite, en réappliquant les estimations sur G avec la proposition, on arrive à la propagation de la régularité voulue. Voilà, donc la conclusion de cette partie est que on a cette inégalité. Et donc ensuite, par des arguments relativement classiques, on montre l'existence de la solution dans cet espace pour une donnée initiale qui est suffisamment petite dans H1,5. Et en réappliquant le fait que la donnée initiale est petite dans H1,5, on arrive à montrer l'unicité. Voilà, donc cette partie permet de conclure la première partie du théorème. Donc maintenant, la question est de savoir est-ce que l'on peut améliorer ce résultat d'existence. Donc une approche consiste à regarder de façon un peu plus précise l'inégalité que l'on a au-dessus et de dire, au lieu de dire qu'en fait elle est vraie pour Q compris entre 2 et 6, et au lieu de l'appliquer pour Q égale 2, on va essayer de l'appliquer pour Q égale 6 en espérant que quitte à intégrer en temps, on va gagner de la régularité par rapport aux injections de Sobolev. Donc en d'autres termes, on va essayer de montrer que l'on a des estimations de Strickart. Alors je vais écrire juste ici la quantité qui nous intéresse. Donc, la quantité qu'on veut étudier va être l'intégrale de 0 à t de norme de U au carré. Donc je prends Q égale 6, donc ça va faire B1,5 6,1 dt. Voilà. Alors donc la question c'est est-ce que l'on a mieux? Alors donc la problématique est la suivante. Donc l'idée est d'appliquer des estimations de Strickart et on voit que les estimations de Strickart que l'on obtient dépendent fortement de la géométrie dans laquelle on se place. Donc si on se place dans le cas G égale identité,
on obtient que la norme de U dans LP en temps à valeur LQ en espace est majorée par la norme de U0 dans L2, donc où P et Q vérifient cette condition d'échelle qui est nécessaire, et on doit en plus supposer que P est supérieur ou égal à 2, donc plus grand que 2, strictement plus grand que 2 dans le cas de la dimension 2. Donc ça implique que l'on a un gain de 2 sur P dérivé par rapport aux injections de Sobolev. Donc maintenant, si on se place dans le cas d'une métrique régulière, donc qui ne dépend pas du temps, donc pour une équation de Schrödinger linéaire, et si on ne fait pas d'hypothèse géométrique, les estimations de Strickart sont en général moins bonnes. Donc un résultat de Burgerath-Svedkov a montré que dans le pire des cas, on a une perte de 1 sur P dérivé. Donc ça, c'est dans le cas de la géométrie de la sphère. Et par ailleurs, ils ont montré un autre résultat qui permet de dire qu'au plus, la perte, enfin dans le moins bon des cas, la perte de dérivée est de 1 sur P. Donc ce qui veut dire que si on se replace dans notre cas ici, donc on a P égale 2, donc comme on n'a fait aucune hypothèse géométrique spécifique de non-capture sur les trajectoires, dans le meilleur des cas, on va avoir les estimations de Strickart qui sont données par celles que l'on obtient sur une variété riemannienne compacte. C'est-à-dire que ici, dans le meilleur des cas, on va pouvoir contrôler cette quantité par la norme de la donnée initiale dans un espace dans un espace de type H1. Quelque chose comme ça. Voilà, donc ce qui est très proche de notre résultat, parce que dans notre résultat ici, ce n'est pas l'espace H1, c'est l'espace BS de infini avec S strictement plus grand que 1. Donc on perd un tout petit peu, on va perdre un epsilon. Voilà, donc ici, la problématique est que la métrique est peu régulière et dépend du temps. Et donc, pour montrer des estimations de Strickart, on va s'inspirer des travaux de Barry et Chemin qui ont été faits dans le cas des ondes. Alors, donc pour montrer les estimations de Strickart, je me suis placée pour les expliquer, je me suis placée dans le cadre d'une équation de Schrödinger linéaire. Alors, donc quelles sont les hypothèses qu'on a imposées sur G? Ici, la régularité sur G doit être contrôlée par cette quantité-là. C'est-à-dire que, donc en appliquant la première proposition que j'ai donnée, et en appliquant les injections de Sobolev, ça veut dire qu'on a le droit uniquement au fait que la dérivée de t de G est dans L1 à valeur à l'infini, et que le gradient carré G est dans L1 à valeur à l'infini. Et donc la question est de savoir quelles estimations de Strickart on obtient dans ce cadre. Alors, donc ici, il y a deux résultats. Donc il y en a un qui est spécifique à l'équation de Schrödinger linéaire que j'ai donnée dans le transparent d'avant, et une qui est adaptée à notre équation de Schrödinger quasi-linéaire. Alors donc on montre que à epsilon près, on a les mêmes estimations de Strickart que dans le cas d'une variété riemannienne compacte, sauf que ici, donc à cause du fait que la métrique G est peu régulière, l'indice de régularité alpha a une contrainte. Donc pour la première, on doit supposer que alpha plus 1 sur P plus epsilon soit plus petit ou égal à 1. Et dans le cadre de notre équation de quasi-linéaire, de Schrödinger quasi-linéaire, on peut monter jusqu'à la régularité S égale 3,5, parce que l'équation propage mieux la régularité. Alors je vais maintenant passer à l'idée de la preuve de ce théorème. Alors, donc je vais effacer ça. Alors, la preuve de ce théorème se fait en 3 parties. Donc déjà, dans une première partie, donc ce qu'on peut observer, c'est que si la métrique G est peu régulière, en fait, on va pouvoir rien dire du tout. Donc la première chose qu'on va faire, on va montrer ce qu'on appelle des estimations de Strickart micro-localisées, non pas pour une équation de Schrödinger avec la métrique G, mais pour une équation de Schrödinger avec une métrique G qui est régularisée. Donc ici, c'est SJ sur 2G. C'est-à-dire qu'on a tronqué la métrique G en fréquence sur une boule de taille J sur 2. Donc une fois qu'on a montré des estimations de Strickart pour cette métrique,
on va, en estimant le terme de reste, montrer que ces estimations de Streckart sont finalement vraies pour la métrique G. Et la dernière étape va consister à recoller les morceaux. Alors, donc plus précisément, la proposition est la suivante. Donc je vais commencer par expliquer comment on obtient les estimations de Streckart microlocalisées pour la métrique G. Donc ici, on a changé l'équation de Schrödinger. On considère cette équation de Schrödinger linéaire, où pour un certain J qui appartient à 0T, on se donne une donnée initiale qui est localisée en fréquence sur une couronne de taille de puissance J. Et donc on a montré que si la longueur de l'intervalle est plus petite que 2 puissance moins J moins epsilon, et si cette quantité-là est suffisamment petite, alors on a les mêmes estimations de Streckart que dans le cas euclidien, modulo une perte epsilon de dérivée. Voilà, donc intuitivement, donc pourquoi, je vais expliquer intuitivement rapidement pourquoi on doit se réduire à des estimations de Streckart microlocalisées. Alors, donc il existe plusieurs façons de montrer des estimations de Streckart selon le contexte, mais ici, en fait, on va utiliser les deux propriétés de la solution, qui est la conservation de la norme L2 et des estimations de dispersion ponctuelle. Voilà, donc si on se place à la limite semi-classique et qu'on regarde les trajectoires, alors la conservation L2 ne pose pas de problème, hein, parce que c'est toujours vrai. Donc là, ce qui va poser problème, c'est l'estimation de dispersion ponctuelle. Donc dans le cas euclidien, les trajectoires sont des droites, ce qui veut dire qu'on va très bien disperser. Mais dès que l'on se place dans une géométrie qui est non euclidienne, donc les trajectoires vont pouvoir rester coincées dans un compact et la dispersion sera tout simplement fausse. La dispersion ponctuelle sera fausse. Donc l'idée ici est de dire que, donc toujours en mécanique classique, hein, c'est un raisonnement heuristique, et de dire que si on a une particule ici qui avance à la vitesse xi au départ, et qui avance le long des trajectoires, alors si on se place sur un intervalle de temps qui est suffisamment petit, de l'ordre de 1 sur xi, on n'aura pas le temps de... En fait, la particule ne va pas voir que les trajectoires s'enroulent. Et donc, on va avoir ici, sur ce petit intervalle de temps, une dispersion qui est semblable, qui est la même, hein, que dans le cas euclidien. Donc semblable au cas euclidien. Donc c'est pour ça que... Alors, voilà, et donc ça c'est lorsqu'on regarde les choses en mécanique classique. Donc maintenant, si on le traduit en mécanique quantique, dire qu'on on regarde des solutions avec des vitesses de l'ordre de xi, ça revient à dire qu'on regarde des données initiales qui sont localisées en fréquence sur une couronne de taille de puissance j. Voilà, d'où la localisation ici. Alors... Voilà, donc maintenant précisément, comment montre-t-on ces estimations de Streckart microlocalisées? Donc ici, il faut faire un petit peu attention parce que la métrique G dépend du temps. Donc comment fait-on? Donc la première stratégie consiste à dire que ici, on va partir d'une donnée initiale qui est microlocalisée et sur un petit intervalle de temps, pour montrer la dispersion, on va écrire quasi explicitement la solution, ce qui va nous permettre de montrer effectivement la dispersion. Donc la première étape, c'est d'écrire quasiment explicitement la solution par une méthode BKW. Voilà, et donc lorsque la métrique ne dépend pas du temps, donc on fait la chose suivante. On pose l'opérateur T qui vaut delta J exponentielle IT Laplacien G U0. Et donc si on regarde la preuve des estimations de Streckart, donc ce qui est très confortable est que on montre l'estimation d'énergie pour cet opérateur, mais en revanche, pour l'estimation de dispersion, on ne le montre pas sur cet opérateur, on le montre sur l'opérateur TT star, qui s'écrit sous la forme delta J exponentielle IT-S Laplacien G delta J. Et donc là, l'avantage est que on retrouve une localisation à la fois
à gauche et à droite. Et de plus, on a une invariance par translation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on ne va pas voir le problème suivant, qui est lié au fait que même si on part d'une donnée initiale qui est localisée en fréquence ici, dès que le temps, dès qu'on va regarder ce qui se passe pour un temps un peu plus grand, comme le delta J ne commute pas avec le Laplacien G, on perdra l'information du fait qu'on est localisé en fréquence. Donc, ce qui veut dire qu'a priori, on ne va pas pouvoir recommencer l'argument que j'ai fait ici. Voilà, mais dans le cas indépendant du temps, ça marche bien à cause de ça. Donc nous, comme la métrique ne dépend pas du temps, en fait cet argument ne va pas marcher. Et ce qu'on va faire, on va à chaque fois, à chaque petit intervalle de temps, on va relocaliser la solution sur une couronne de taille de puissance J justement pour se forcer à... parce qu'on est obligé. Et voilà. Et donc, comment on peut gérer ça? En fait, on ne va pas appliquer la méthode t-star usuelle. On va appliquer une méthode de type dualité directement sur la solution explicite que l'on a écrite ici. Et ça va nous permettre d'avoir des estimations de Strickhartz où le delta J est localisé sur la donnée initiale, contrairement au cas ici où le delta J était localisé à gauche. Voilà, donc c'est ça qui va faire marcher les choses. Alors voilà, donc maintenant je vais expliquer rapidement comment on peut construire ici explicitement, enfin, ou du moins quasi explicitement, une solution de notre équation de Schrödinger. Donc la première chose qu'on fait, c'est de rescaler par un argument de scaling, de se ramener au fait de travailler à des fréquences de l'ordre de 1. Et donc si on pose G lambda, donc je rappelle que lambda c'était 1,5 de puissance J. Donc, donc on définit G lambda comme cette quantité, U lambda comme cette quantité, et on voit que si U est solution de l'équation qui était donnée ici, alors U lambda va être solution de cette équation qui est là. Et donc par invariance d'échelle, on montre que la proposition précédente équivaut à montrer que si on a un intervalle J qui est un sous-intervalle de 0 lambda 2 et de longueur plus petite que lambda puissance 1 moins epsilon, et si cette quantité est suffisamment petite, alors on a les mêmes estimations de Strickhartz que dans le cas euclidien. Alors donc pour ceci, on écrit formellement la solution de notre équation comme une somme infinie de exponentielle phi fois sigma lambda k gamma chapeau de eta d'état, où en appliquant IDT plus Laplacien G lambda à cette formule explicite, on trouve que le phi lambda vérifie cette équation iconale et que les sigma k vérifient les équations de transport qui sont ici. Voilà, et donc la donnée initiale y scalaire état 1 et 0 correspond tout simplement à l'écriture de la donnée initiale en Fourier. Voilà, donc avec cette somme infinie, on construit une solution approchée à l'ordre n, tout simplement en tronquant la somme jusqu'à l'ordre n. Et donc à partir de maintenant, les estimations de Strickhartz, la preuve des estimations de Strickhartz se fait en 3 étapes. Alors d'abord, on va montrer des estimations sur phi lambda et sigma lambda k pour montrer que finalement on va pouvoir avoir une bonne dispersion, et également pour montrer que U lambda n est une bonne approximation de notre solution. Voilà, donc une fois qu'on a ces estimations, on montre effectivement que UN est une bonne approximation de notre solution. Et enfin, on montre des estimations de Strickhartz micro-localisées sur la solution approchée que l'on a calculée. Alors, donc, les estimations sur phi et les sigma k sont les suivantes. Donc, je vais juste écrire pour retenir. Voilà, donc l'idée est la suivante. Dans le cas euclidien, la solution, elle s'écrit essentiellement comme ça, peut-être une constante. IT module de xi au carré, gamma chapeau de xi dxi. Et donc la phase phi va représenter cette
ici, mais dans le cas variable, et les sigma k vont représenter la fonction qui est ici. En fait. Donc on montre que, alors donc ce qui va se passer, donc dans le cas euclidien, si on dérive une fois en x, on obtient juste xi, donc qui est de l'ordre de 1, et puis à partir du moment où on dérive 2 fois, on obtient 0. Donc là, ici, ce qu'on va obtenir, donc quand on va dériver une fois en x, ça va être majoré par 1, et après, quand on va continuer de dériver, ça ne va pas être égal à 0, mais à chaque fois, on va gagner des puissances de j. Et quand on dérive par rapport à eta, il ne va rien se passer. Donc pour les sigma k, le principe va être à peu près le même. Donc on a une suite sigma 0, sigma 1, sigma k. La première chose que l'on montre, c'est que plus on prend k grand, plus on va gagner des puissances de k, donc sous la forme de puissance moins epsilon kj. Et on va avoir la même propriété que pour l'équation de la phase, c'est-à-dire que plus on va dériver en x, plus on va gagner des puissances de j. Voilà, donc avec ça, avec ces estimations en tête, on montre dans un premier temps que la solution approchée est une bonne approximation. Donc pour ça, c'est donné par la proposition suivante, qui nous dit que, quitte à prendre n suffisamment grand, alors la norme de u lambda moins u lambda n dans HS va décroître comme on va pouvoir gagner autant de puissance de j que l'on veut. Ça va être plus petit que 2 puissance moins j n epsilon fois la norme de u lambda dans L2. Donc, ce qui veut dire que pour cette partie, on va montrer les estimations de Strickhartz directement par l'intermédiaire des injections de Sobolev. Donc maintenant, pour prouver ce résultat, on écrit la différence entre u lambda et u lambda n, et on trouve que la différence vérifie cette équation de Schrödinger avec une donnée initiale qui est nulle, et où sur le terme de droite, on voit apparaître le sigma lambda n. Et donc, quitte à prendre n assez grand ici, on va gagner d'office un 2 puissance moins epsilon jn. Et ensuite, en appliquant un théorème classique de Kaufmann-Meyer, on obtient le résultat. Donc la conclusion de tout ceci est qu'on se ramène au fait de montrer que pour la solution approchée, on a cette estimation de Strickhartz. Voilà, donc c'est ici qu'on est obligé d'utiliser le fait qu'on est contraint à cette méthode à cause du fait que la métrique dépend du temps. Donc la méthode passe par une méthode de type dualité. On écrit cette norme-là comme le sup de psi qui est dans LP' à valeur LQ' plus petit que 1 de cette intégrale-là. Et ensuite, après, on écrit explicitement les normes donc avec les intégrales. Et à cet endroit, on fait bien attention de bien conserver le fait que la donnée initiale est à support compact en fréquence. Et donc ici, on voit que cette information est bien conservée. Et donc, on se ramène à prouver que cette intégrale-là, dans L2, est plus petit qu'une constante fois la norme de psi dans LP' de j à valeur LQ'. Voilà, donc ensuite, on continue de déplier les intégrales. Et au final, donc, après, en utilisant un argument d'interpolation bilinéaire, on se ramène à montrer que cette quantité-là vérifie une estimation de dispersion comme dans le cas euclidien, et que pour cette quantité-là, on a des estimations de type L2. Voilà, donc pour prouver la première partie, l'idée est de dire qu'avec les estimations que l'on a sur phi, on va dire que phi s'écrit approximativement comme x scalaire xi plus alors t, alors ça ne va pas être t xi carré, mais plus t transposé d'une matrice g tilde xi, plus un reste. Et par des méthodes de type phase stationnaire, on va montrer que l'on disperse comme dans le cas euclidien. Donc ça passe par la formule explicite du noyau K qui est ici. Donc pour le B, on ne va pas utiliser la formule explicite du noyau K parce qu'elle est trop compliquée. Enfin, on ne va pas y arriver en utilisant cette formule explicite. Mais on va utiliser le fait que, donc si on regarde un petit peu plus précisément le B, on voit qu'il se majore par cette quantité-là, par la norme de psi dans L2, fois la norme de h lambda tau prime dans L2 que j'ai écrit ici. Et en réécrivant la norme de h lambda tau prime dans L2 comme le sup de norme de h dans L2 de cette quantité,
on trouve que cette quantité s'écrit comme une intégrale ici, où on reconnaît en fait une approximation d'une équation de Schrödinger, mais avec une donnée initiale un petit peu différente, fois le psi. Et là, on va utiliser le fait que notre équation de Schrödinger propage bien la régularité, et donc on va montrer que cette quantité-là est bien contrôlée, finalement, par une approximation. Voilà, donc ceci conclut la partie estimation de Streeckhartz microlocalisée. Alors maintenant, comment montrer l'estimation de Streeckhartz pour microlocaliser pour la vraie métrique G? On regarde l'équation vérifiée par delta JU. Et en faisant un petit calcul, on voit que delta JU est solution de l'équation de Schrödinger où on sait montrer les estimations de Streeckhartz avec un terme de reste à droite où justement le terme de reste à droite a bon goût d'être lui aussi localisé sur une couronne de taille de puissance J. Donc le Fj est donné par cette égalité. Donc le premier terme est évidemment contenu sur une couronne de taille de puissance J parce qu'on a un delta J devant. Et pour le deuxième, on utilise le fait que le G est supporté sur une boule en fréquence de taille de puissance J sur 2. Et donc, en faisant le commutateur, on aura bien la transformée de Fourier de Fj qui est contenue dans une boule de taille de puissance J. Voilà, donc maintenant, qu'est-ce qui se passe si on applique les estimations de Streeckhartz microlocales que l'on a obtenues pour la métrique G approchée? Alors, on se donne un petit intervalle de temps où on sait qu'on a l'estimation de Streeckhartz microlocale et on obtient que la norme de delta JU dans LP, alors l'intervalle, je vais l'appeler IK parce que c'est un certain intervalle, à valeur LQ de R3, est majoré par la norme de la donnée initiale, alors on perd 2 puissance G epsilon, de delta JU, alors c'est au point, IK, je le fais démarrer par J-G+, au point J-, dans L2, plus la norme de FJ dans L1 de IK à valeur L2. Voilà, donc ici on voit aussi l'importance du fait que dans les estimations de Streeckhartz, le delta J était à droite, parce que ici, du coup, on peut appliquer les estimations de Streeckhartz sur le FJ aussi, parce que lui-même est localisé sur une couronne de taille de puissance J. Voilà, donc en faisant ça ici, donc comme ici, on est sur un intervalle IK, et que là, en fait, avec sommation, on va perdre 1 sur P dérivé, on voit qu'ici, en fait, on a une dérivée de 2 puissance J de marge, donc ce qui est exactement donné par cette estimation ici. Et donc, on a une proposition qui nous dit que la norme de Fj dans L2 est contrôlée par une constante fois 2 puissance J moins bêta, fois cette quantité-là, fois la norme de U dans l'infini à valeur Hs. Alors, plus précisément, comment on montre cette proposition? Alors, on écrit le Laplacien G comme le tau G plus le RG de U, où le tau G était l'opérateur que j'ai défini tout à l'heure. Donc, en fait, pour ça, on n'a pas besoin de prendre le tau G, il suffit de prendre l'opérateur où j'ai fait le dessin, parce qu'on n'a plus besoin d'utiliser le fait qu'on est auto-adjoint. Donc, pour cet opérateur, qu'est-ce qui va se passer? Donc, si je regarde le Fj, ça me dit que le Fj va être égal à donc delta J. Donc la première partie du Fj, ça va être delta J de Laplacien G moins S J sur 2 G, donc plus le commutateur, plus le Bj. Et pour cette partie-là, le Laplacien G, je vais le décomposer en deux parties. Je vais dire que c'est Laplacien G, donc une partie où j'ai décomposé, donc somme sur K de Sk moins N0 G delta KU, plus la somme sur K, delta K gradu, de Sk plus N0 G, grade U, delta Kg, moins Sj sur 2 G.
Voilà, et donc ici, on va voir que comme la métrique G est contenue sur une couronne de taille 2 puissance J, à un moment donné, on va se retrouver avec du G moins SJ qui va être contenu à l'extérieur d'une couronne de taille 2 puissance J. Et donc là, comme on a un SK plus N0, ici moins N0 G, on va se retrouver avec une métrique qui est à support compact, enfin qui est contenue dans une couronne où la plus petite, enfin sur une couronne comme ça, donc ici le rayon est égal à 2 puissance J sur 2, et le plus grand rayon, ici, va être égal à 2 puissance J. D'accord ? Ce qui veut dire qu'on va pouvoir utiliser les inégalités de Bernstein. Donc voilà, donc ça nous permet de montrer la première estimation avec cet opérateur-là. Et pour le terme BJ qui est ici, on utilise un lemme classique sur les commutateurs qui nous permet de montrer l'estimation qui est ici. Voilà, donc juste la dernière partie consiste, une fois qu'on a ces estimations localisées sur les FJ, de recoller les morceaux. Donc là, on utilise le lemme suivant. Alors donc je rappelle juste voilà, donc ce qu'on fait, c'est qu'on décompose notre intervalle, comme ça, sur des petits intervalles de temps, t. Et donc heuristiquement, l'intervalle de temps où marchent les estimations de Strickart est de l'ordre de 1 sur 2 puissance j. Mais comme ici, on a une métrique qui est juste à l'instant, telle que ces deux dérivées, enfin gradient carré g, et dans un instant à valeur à l'infini, l'intervalle de temps où ces estimations de Strickart vont être vraies va avoir la contrainte supplémentaire qu'il faut que la norme de gradient carré g, dans un temps valeur à l'infini, soit suffisamment petite. Donc ici, on utilise un lemme qui nous dit que c'est pas grave si on a certains intervalles qui sont très petits, parce que lorsqu'on va regarder l'intégrale de h qui vaut une certaine constante, alors on va pouvoir trouver une décomposition en intervalles, de petits intervalles, tel que le nombre de ces intervalles est de l'ordre de 2 puissance j, donc comme si on découpait exactement comme ça, et où sur chacun de ces petits intervalles, l'intégrale de h vérifie l'estimation que l'on veut. Voilà, donc ce qui veut dire, au final, en appliquant ce lemme qui permet de ce découpage, et en recollant tous les morceaux, on trouve que 2 puissance j alpha fois la norme de delta ju dans LP en temps à valeur LQ sur RD est majorée par cette quantité plus celle-là. Et après, en ressommant à nouveau sur J, on obtient le théorème voulu. Voilà, je vous remercie.